Chers téléspectateurs, je reçois aujourd'hui Jean Monneret, que vous connaissez bien, car il est venu à de nombreuses reprises à notre émission. C'est un spécialiste de la guerre d'Algérie, de ceux qui, à force de ténacité et de volonté, ont réussi à réintroduire dans l'espace public, dans les débats, le thème des disparus d'Oran de 1962. Et il est évidemment particulièrement intéressé par tout ce qui touche à la guerre d'Algérie, et il a été particulièrement exaspéré par le traitement journalistique de l'anniversaire du 17 octobre 1961, les émeutes organisées à Paris par le FLN, qui se seraient conclues par, selon certains grands médias, un massacre généralisé des malheureux manifestants, dont bon nombre auraient été même jetés à la Seine. Alors, la question a été abordée à de nombreuses reprises. Des historiens particulièrement sérieux, je pense notamment Jean-Paul Brunet, ont fait un travail remarquable à ce sujet, et de manière parfaitement impartiale, mais il n'empêche qu'il faut entretenir le mythe, et un certain nombre de journalistes ou prétendus tels s'y emploient régulièrement. Donc, notre ami Jean Monneret tenait à remettre les choses en place au sujet de cette affaire, et je le remercie d'avoir accepté de venir à notre émission, à passer présent, pour informer nos téléspectateurs sur cette question qui fait débat depuis si longtemps. Alors, Jean Monneret, ce 17 octobre 1961, je crois tout d'abord, ça c'est quand même intéressant, c'est que vous êtes témoin des événements à votre place. Très partiellement. Un jeune étudiant à l'époque. Et vous avez pu observer ce qui se passait. Le début. Oui, en effet, je rentrais, il devait être 18h, je prenais le métro au métro Luxembourg, n'est-ce pas, et je rentrais à la cité universitaire où je résidais à l'époque. J'étais encore étudiant, j'avais une vingtaine, 21 ans exactement. Et donc, je vois débouler hors du métro Luxembourg une masse très nombreuse, très épaisse de maghrébins, de nord-africains. Tout de suite, j'ai décelé qu'il s'agissait même d'Algériens, puisque certains parlaient kabyle, etc. Bon. Et une masse considérable. Donc j'ai compris qu'il se passait quelque chose, qu'il allait y avoir une manifestation. J'ai immédiatement fait le rapport avec la décision qui avait été prise quelques jours auparavant par le préfet de police Papon, d'interdire aux Algériens de sortir le soir. Il y avait un couvre-feu après 20h30. Alors pourquoi un couvre-feu après 20h30 et voilà, parce que l'activité du FLN, qui était une organisation clandestine. Nous étions en pleine guerre. Et l'organisation clandestine du FLN se manifestait plus particulièrement la nuit. Parce que, et pour toutes sortes de raisons, c'était plus facile que ces activités... De commettre des attentats, également. Alors, je ne parle pas ici d'attentats, mais plutôt d'activités du genre propagande et... comment dirais-je, imposition, raquette, imposition du fameux l'impôt révolutionnaire, en arabe on appelle ishtirak, peu importe. Et donc ça se passait surtout la nuit, ces choses-là. Donc, en gênant, bien entendu, il y avait d'autres activités, y compris des activités violentes d'attentats, et notamment de nombreux attentats contre des commissariats et contre des policiers français. 47 policiers français avaient été abattus par le FLN dans les mois et les années précédentes. Bon, bref, l'objectif de ce couvre-feu était de gêner le FLN, lequel organisait une manifestation des ouvriers, des Algériens qui vivaient en France, dans la région parisienne, et sur lesquels il exerçait sa férule,
pour combattre évidemment ce couvre-feu. Et ce à quoi j'ai assisté, c'est au début de cette manifestation dans le haut du boulevard Saint-Michel, qui a d'ailleurs surpris beaucoup de monde, si bien que je me rappelle même avoir vu que les commerçants fermaient les portes de leurs établissements, les restaurants aussi. On n'avait pas l'habitude de voir en tout cas à cette époque-là, on n'avait pas l'habitude de voir des Maghrébins manifester massivement. Et donc, ça avait créé une certaine panique. On a une idée, même approximative, du nombre des manifestants mobilisés? Alors, on dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas qu'au boulevard Saint-Michel. Il y avait des manifestants sur les grands boulevards, au boulevard Saint-Michel, et également au pont de Neuilly et au pont de Bezons. Alors, ce qu'on peut lire aujourd'hui, les analyses qu'on peut lire font référence à quelques 25 000 manifestants. 25 000 manifestants. Mais répartis en 3 cortèges. Voilà. Ce qui est relativement peu, d'une certaine manière, par rapport à de grosses manifestations qu'on a pu connaître ultérieurement ou même plus récemment. Par rapport, disons, au nombre d'Algériens qui vivaient en France à l'époque, c'était relativement important, en tout cas très inhabituel, ça c'est sûr. Ce qu'il faut dire, c'est que ceci se passait dans un contexte de guerre, avec une législation. Alors, j'ai plus en tête, je ne sais plus si l'article 16 était encore en vigueur, ou si De Gaulle, parce que De Gaulle l'a réétabli plus tard. Mais je ne suis pas sûr qu'à cette époque-là... Je pense que c'est plus... oui, le putsch avait eu lieu en avril. Voilà. Oui, alors peut-être que l'article 16 était... Enfin, j'en suis pas tout à fait sûr. Oui. Mais toujours est-il qu'il s'agissait d'une législation... d'exception. D'exception, hors norme. Et alors, vous avez fait allusion au préfet Papon, car ce qu'il faut dire aussi, c'est que récemment, donc 60 ans après, le 16 octobre très précisément, le président de la République s'est rendu au pont de Bezons pour une minute de silence pour les victimes de cette journée. Et également, il y a eu un communiqué de l'Élysée. Communiqué qui est un peu curieux parce qu'il parle de crime, crime qui aurait été commis par la police, donc, si on s'en tient au jeu, mais dont il fait porter la responsabilité au préfet de police de l'époque, M. Papon. Alors, je ne vais pas revenir sur la personnalité de Papon, qui est un homme, ce qui me choque un peu, qui me choque même beaucoup, c'est que Papon n'était qu'un élément dans une hiérarchie. Au-dessus, il y avait le préfet. Au-dessus du préfet de police, il y avait le ministre de l'Intérieur, M. Frey. Roger Frey. Et au-dessus, le général de Gaulle, qui n'avait pas l'habitude de laisser des décisions de cette importance aux subordonnés. À des subordonnés. De sorte que je trouve que M. Papon a bon dos. A le dos large, en l'occurrence. Si je peux poursuivre un moment sur ce communiqué de l'Élysée, il est extrêmement curieux. Alors, une précision. Nous avions parlé une fois ici même du rapport Stora. Je note que les préconisations du rapport Stora, peu à peu, sont mises en œuvre par M. Macron. On a eu la reconnaissance de la disparition de Audin, l'assassinat de M. Boumengel. Nous avons maintenant c'était une recommandation du rapport. 61, oui. 7 octobre 61. Il est vrai que, comment dirais-je, pour rétablir un certain équilibre, balance, il y a eu un hommage aussi qui a été rendu au harkis. Et en attendant, bien sûr, Gisèle Halimi au Panthéon, minimum remplaçant Napoléon à Rouen. Écoutez, on peut évidemment craindre beaucoup avec le duo, le duo Macron-Stora. Bon, mais enfin, pour en rester sur le 17, il est assez curieux également que le communiqué de l'Élysée avance une chose étrange.
parce qu'il est dit dans le communiqué que les historiens ont de longue date établi les faits concernant cette journée. Alors, si les historiens... D'abord, vous avez fait allusion au professeur Brunet, qui, à ma connaissance, est le seul historien ayant fait un travail d'historien. Tout à fait, oui. Parce qu'en dehors de ça, qu'est-ce que nous avons ? Je crois que c'est en 1900... Les travaux d'Einaudi, qui... Je vais y venir. Mais avant, du côté officiel, M. Chevènement, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait nommé M. Mandelkern, qui, je crois, était conseiller d'État, pour qu'il fasse une enquête sur ce sujet. Alors, qu'il s'agisse de Brunet, professeur Brunet, ou qu'il s'agisse de Mandelkern, ils n'ont pas trouvé, contrairement à ce qui est affirmé quelquefois, des 200, 300, des centaines de victimes, de victimes, dont certaines jetées dans la Seine. Bon, je crois que le professeur Brunet, qui avait travaillé très soigneusement comme un historien sur les archives de la police, sur les archives de... Et qui était un homme de sensibilité tout à fait à gauche, si on veut je crois au départ, se pencher sur le profil idéologique de l'intéressé. C'est un historien qui vient de la gauche, mais qui fait son travail sérieusement. Qui fait un travail d'historien. J'ajoute d'ailleurs que... Enfin, surtout ce que je voulais dire, c'est que, en dehors du professeur, donc Brunet, qui a fait ce travail, du conseiller d'État Mandelkern, qui a fait ça, qu'avons-nous ? Nous avons, j'allais l'oublier, nous avons aussi Bernard Lugan, qui est également un historien, j'allais dire, patenté. Enfin, c'est un historien qui fait un travail d'historien et qui considère que cette affaire est démesurément grossie et que c'est comme on dit en français, une fake news. Une fausse nouvelle. Une fausse nouvelle, ouais. Voilà. Bon, bref, un bobard. Je crois que c'est le mot, je cherchais le mot, c'est le mot, un bobard. Bon, alors, il est curieux que dans le communiqué de l'Élysée, on annonce que les historiens ont de longue date. Non, quels que soient les travaux respectables du professeur Brunet, ça reste un historien. Ajoutons-y Lugan, ajoutons-y le conseiller, ça ne fait pas des historiens qui auraient établi, à moins de considérer M. Stora comme un historien, ce que pour ma part, j'ai quelques réticences à faire. M. Einaudi qui a battu un roman sur la question. Alors, nous avons comme une petite erreur, peut-être, mon cher Philippe, nous parlions au passé de M. Brunet, mais selon mes informations, il est toujours bon pied, bon oeil. D'ailleurs, d'autant mieux qu'il a donné une interview assez longue dans le Figaro, la semaine dernière. Quelques jours. Ouais. Voilà. Nous ne pouvons pas en dire autant de Einaudi. Qui est Einaudi ? Einaudi était non pas un historien, mais un militant maoïste qui est apparu au moment où il y a eu, alors lorsqu'il y a eu cette... Vous vous rappelez peut-être que sous le gouvernement socialiste, M. Papon a été mis en cause pour son rôle pendant l'occupation. Il a été condamné, je crois, au crime, complicité de crime. Bon. Immédiatement, certains ont cru y voir, j'imagine, une opportunité pour mettre en cause son rôle comme préfet de police en 61. Et donc, c'est dès cette époque-là qu'on a vu des accusations formidables, crimes d'État, la police française assassiner des centaines d'Algériens, etc. Donc tout ça pour alimenter les thèses du racisme. Bon, bref. Bien sûr, la victimisation habituelle. Le nommé Einaudi, qui n'était nullement un historien, joue un grand rôle à cette époque-là en présentant, et je crois me souvenir même qu'il avait été convoqué, c'est à vérifier, mais enfin il me semble même qu'il avait été convoqué au tribunal pendant le procès Papon pour expliquer le rôle, le sinistre rôle de Papon. Du sinistre Papon, voilà. Et personne ne peut prendre au sérieux les travaux de M. Einaudi, qui n'est ni un historien, ni rien d'approchant. C'était un militant maoïste, bon, je n'en dirai pas plus. Et
Et alors, il n'empêche que cet épisode, cette séquence-là, du 17 octobre 61, on a réussi à l'installer comme une sorte de mythe fondateur de toute l'histoire du racisme systémique dont seraient victimes, bien sûr à l'époque, les militants du FLN et leurs sympathisants, mais ce ne serait que le prélude de ce que subissent aujourd'hui les fameux racisés. Les racisés. Alors il y a ce qu'on appelle qui évidemment n'étaient pas nés à l'époque. Alors il y a ce qu'on appelle les indigénistes, il y a ce qu'on appelle les études décoloniales, qui voudraient prouver que, n'est-ce pas, la France est une société, comme vous l'avez dit, de racisme systémique. Et si bien que, ma foi, ceci ne serait la journée du 17 octobre 1961 ne serait qu'une illustration parmi d'autres d'une réalité structurelle de ce racisme qui serait à l'œuvre d'une manière permanente dans notre société. Il y a quelque chose qui est curieux vous savez, les communiqués de l'Élysée sont parfois des choses très curieuses qu'il faut étudier de très près. Le communiqué dit que les crimes commis par M. Papon, donc, sont inexcusables pour la République. Alors, il n'est pas question donc, cette fois-ci, en tout cas, il n'est pas question de crimes attribués à la France, parce que parfois ça a été le cas. Or, accuser la France de crimes ou de complicité de crimes contre l'humanité ou quelque chose du même genre, c'est grave, parce que la France, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Bon, alors la République, c'est un régime politique avec, comment dirais-je, ses caractéristiques propres. Donc quand on dit que c'est inexcusable pour la République, c'est quand même un peu plus restrictif. Bon, qu'est-ce que M. Macron a voulu exprimer par là? J'en sais trop rien, mais enfin, il y a certains petits malins qui ont dit que, puisque c'était inexcusable, il n'y avait pas lieu de présenter des excuses. Je livre ça comme je l'ai lu dans la presse, mais ça ne paraît pas très sérieux, mais enfin, non, puis surtout, sait-on jamais. Comme vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est oublier la responsabilité évidente des autorités supérieures, à savoir le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et puis la responsabilité du général de Gaulle, qui n'entendait pas accepter des manifestations du FLN dans Paris. Ce qui se comprend tout à fait, d'ailleurs, dans le contexte de guerre que nous connaissions à l'époque. Et il faut d'ailleurs rappeler que attendez voir, je ne vais pas me tromper sur les dates, mais environ au mois de décembre 1961, donc peu de temps après, il y avait une manifestation, cette fois-ci non pas de Nord-Africains, mais de Français de gauche, voire d'extrême gauche, opposés à la guerre d'Algérie, qui a fait, c'est le fameux grave incident de Charonne. Le métro de Charonne, oui. Qui a fait 8 morts. Donc, disons que, alors là, c'était pas du racisme systémique. Enfin, il est vrai que lorsque ce sont des Européens qui sont victimes, il paraît que ça n'est pas... Enfin, bref. Nous sommes là... Ce qu'il faut dire, c'est que nous étions dans une période très précise où des négociations étaient déjà engagées, avaient été engagées par le FLN, avec le FLN déjà depuis un certain temps. Elles avaient échoué, elles avaient été reprises, etc. Et ce que le général de Gaulle ne pouvait pas supporter, c'était que des manifestations de rue fassent pression. Bien sûr. De manière à l'influencer dans tel ou tel sens. Un rapport de force inédit en métropole même. Voilà. De sorte que la police française de cette époque-là s'est montrée d'une très grande sévérité, qu'il s'agisse des Nord-Africains comme des Européens de gauche qui manifestaient. Mais alors, finalement, ce que l'on constate, c'est que la guerre d'Algérie, terminée depuis 1962, ça fera 60 ans, n'est-ce pas, au printemps prochain, cette guerre d'Algérie, elle est continuellement instrumentalisée au service, justement, de toute
l'idéologie que vous évoquiez tout à l'heure. La France est un pays raciste, la France doit se repentir, doit présenter des excuses pour son passé colonial, pour ne rien dire par ailleurs de son passé esclavagiste, évidemment. Tout ça n'est pas du tout innocent. Bien sûr. Et c'est la mémoire de la guerre d'Algérie qui en fait les frais, parce que une approche historique, je dirais, pacifiée et impartiale, elle est possible, et certains historiens d'ailleurs se sont attachés à cela, et brillamment. Je pense à Daniel Lefebvre, par exemple, qui a mis à mal toute la théorie d'une exploitation économique frénétique de l'Algérie. Il a montré que l'Algérie avait coûté bien plus cher à la France qu'elle ne lui avait rapporté. Or, il n'en reste pas moins que là, il y a un blocage qui subsiste avec la complicité des grands médias officiels. On paraît incapable d'avoir une lecture, encore une fois, distanciée, impartiale, d'événements qui se sont produits il y a maintenant deux, trois générations. Je dirais même que pire, plus on s'éloigne de l'événement, plus les surinterprétations idéologiques et les procès fantasmatiques se multiplient, s'enchaînent et s'entretiennent. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le 17 octobre 61 à Paris, il y a aussi ce qu'on raconte sur le 8 mai 45. Sétif. Là, je renvoie au travail remarquable de notre ami Roger Vétillard sur le 8 mai 45 à Sétif, qui a vraiment produit là un ouvrage, on peut dire quasi définitif, sur la question, et qui remet sérieusement les pendules à l'heure. Et qui a fait la même chose pour les massacres du Constantinois de l'été de 1955. Tout ça pour dire qu'il y a des travaux historiques 20 août sur l'Algérie qui sont des travaux solides, documentés, référencés, et que on peut être en mesure aujourd'hui d'avoir une lecture, encore une fois, équilibrée et impartiale de ces événements, et c'est la condition pour laquelle, d'ailleurs, nous pourrons envisager les réconciliations, les rapprochements, qui peuvent être tout à fait dans la nature des choses, mais c'est oublier qu'on a un régime algérien qui, lui, comme l'a dit pour une fois, à juste raison, le président Macron, vit de la rente mémorielle, très excellente expression, pour rendre compte de la situation qui prévaut à propos des relations franco-algériennes, alors que je pense que beaucoup d'Algériens, aussi bien en Algérie même que ceux qui sont en France, seraient tout à fait disposés ou disponibles pour entendre un discours, encore une fois, pacifié et équilibré sur la question. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et les médias ont souvent fait un très mauvais travail dans les banlieues, en resservant sous forme de reportages, sous forme d'évocations pseudo-historiques, des récits sur la guerre d'Algérie qui très souvent reprenaient les thèses du FLN. Thèses qui n'ont absolument rien d'historique. Bien sûr. Alors qu'il a fallu attendre il y a quelques années seulement pour que d'autres vérités plus gênantes ressurgissent en pleine lumière, notamment l'affaire des disparus de 1962. Par exemple. Et je tiens encore une fois à vous rendre hommage très personnellement, très directement, pour le travail que vous avez accompli sur cette question. Je n'étais pas seul. Oui, mais c'est... Est-ce que je peux vous citer très rapidement une déclaration du congrès de Tripoli de juin 1962. Le congrès du FLN. C'est le congrès du FLN, plus exactement du Conseil national de la révolution algérienne, lequel a fait adopter une charte pour l'avenir de l'Algérie, puisque l'Algérie allait devenir indépendante. Regardez ce qu'ils écrivent. Le 19 mars 1962, un cessez-le-feu a été... C'est le Conseil national de la révolution algérienne qui dit ça. Un cessez-le-feu a été proclamé mettant fin
à une longue guerre d'extermination menée par l'impérialisme colonial français contre le peuple algérien. L'extermination du peuple algérien. Alors pendant 8 ans, la France aurait fait une guerre d'extermination en Algérie. Il y avait 1 million d'indigènes en Algérie en 1830, il y en avait 12 millions, je crois, quand nous sommes partis en 1962. Moins, 9 millions. Et aujourd'hui, il y en a plus 40. de 30. Oui, 40 millions. Donc les chiffres sur le plan démographique c'est un curieux génocide. tournent en ridicule cette notion-là. Et évidemment, les indigènes algériens n'ont pas été traités comme les aborigènes australiens par les Britanniques ou comme les Amérindiens d'Amérique du Nord par les Américains venus d'Europe. Eh bien, merci Jean Monnet pour tous ces éclairages relatifs au 17 octobre 1961. Il faut revenir régulièrement sur ces événements parce que nous avons déjà parlé de ce sujet, nous avons déjà cité abondamment les travaux du professeur Brunet qui font autorité sur la question auprès des historiens un peu sérieux, un peu rigoureux. Oui. Mais il n'empêche que la culture journalistique dominante, avec une belle discipline, reprend régulièrement les mêmes sottises, les mêmes mensonges. Et donc, le combat pour la vérité historique, c'est un combat permanent. Merci en tout cas d'y participer activement. Merci à vous.